Bah ouais, vraie question. Si tu ne veux rien manquer de ce Wimbledon 2022, incroyable, quel grand cru, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit rectangle rouge. J'ai du mal à y croire moi-même. Djokovic n'esquive aucun sujet, mais devrait-il le faire de temps en temps? C'est le gros débat de cette vidéo. Kyrgios qui mange des sushis et Humbert qui reverdit, c'est le programme Spicy de votre nouveau digest de Wimbledon, et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec une information essentielle, vous êtes là pour ça. Nick Kyrgios qui mange des sushis pendant une conférence de presse, regardez-le. It's for Nick Kyrgios. Nick, just give us your initial thoughts on that match. Just super pumped to be able to just move through, really. Andy? Hi Nick, Andy Dillon from The Sun here. Ok, donc la prochaine fois je propose qu'il débarque avec son barbecue portable, ses potes, sa petite enceinte, et qu'il se mette à l'aise. Wimbledon 2022 est en train de virer progressivement à la farce, ça fait simplement 3 jours, et c'est Fonini qui nous le confirme. Nous sommes tous venus ici comme des idiots alors que nous aurions dû boycotter le tournoi. Il avait dit ça il y a 2 semaines déjà, il n'y a pas de points, je viens pas, finalement on vient parce que le prize est trop tentant, un petit peu comme Benoît Paire, donc il le dit ici, ce sont tous des charlatans, nous sommes tous venus ici comme des idiots, etc. L'ATP a pris une mauvaise décision, celle de retirer les points, donc nous sommes tous venus ici pour un tournoi qui ne compte pas, et l'ATP l'a fait de surcroît sans nous en informer. Alors ça c'est clair, ça a été une décision prise unilatéralement par l'ATP. Les deux décisions sont mauvaises de toute façon, et l'une en amène l'autre, c'est-à-dire à partir du moment où tu bannes les joueurs russes et biélorusses, l'ATP est un peu obligé de réagir, et les personnes qui trinquent ce sont les joueurs les moins bien classés, et aussi les spectateurs, parce que l'intérêt de Wimbledon là depuis 3 jours, c'est pas forcément trop ça, et justement après cet été, après l'US Open, on aura la Lever Cup, et regardez, c'est la nouvelle info de ce côté réseau, Andy Murray a été annoncé sur la triade de joueurs exceptionnels que vous voyez pour représenter l'Europe. Assez ironique d'ailleurs qu'un Écossais à Londres représente l'Europe, vous l'avez ? Bref, on aura donc du Andy Murray, du Rafael Nadal et du Roger Federer sur la Lever Cup 2022. Est-ce que d'ailleurs ça vous intéresse de regarder cette exhibition, et peut-être un 4e larron en la personne de Novak Djokovic, donc le Big Four éventuellement présent à Londres. Il le dit, c'est une possibilité. Mon agent communique avec l'équipe de la Lever Cup, donc l'agent de Roger Federer, Tony Godsick. Nous le saurons après Wimbledon. Intéressant. Nouvelle info piquante dans ce côté réseau, c'est Stefanos Tsitsipas qui s'exprime enfin. On attendait sa réaction sur le coaching sur le court autorisé à partir du 11 juillet. Ce sera juste après la finale de Wimbledon, et il le dit, lui il est très clair, il est favorable au coaching. Tu m'étonnes, pourquoi embaucher un coach si on ne peut pas avoir tout le package sur et en dehors du court? Alors moi, vous connaissez ma position par rapport à ça, je suis totalement contre le coaching sur le court. Par contre, on vient mettre fin à une certaine hypocrisie qui régnait depuis des années maintenant, avec des coachs qui essayaient de faire passer des messages avec des signaux, avec des mots. Parfois ils se faisaient gauler, parfois non, et on le sait, Apostolos Tsitsipas, il était particulièrement dans l'œil du cyclone. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes pour ou contre le coaching sur le court? À mon sens, c'est une négation de ce qu'est le tennis. Et on bascule sur le gros débat de la vidéo, Novak Djokovic, les positions de Novak, souvent clivantes, jamais à botter en touche. Novak Djokovic, c'est quelqu'un qui exprime toujours le fond de sa pensée. Ça lui a joué des tours dans le passé. Alors là, c'était juste avant Roland Garros, pour donner un petit peu de contexte à notre réflexion de cette vidéo. Il le disait parfois, je veux juste faire une conférence de presse rapide avec des questions standards et ordinaires. Par contre, s'il y a un sujet brûlant et intéressant, j'aime en parler, même si les gens de mon équipe me préviennent toujours que je devrais moins parler sur des sujets sensibles. Donc clairement, c'est un topic qui existe depuis longtemps dans le clan de Djokovic. Est-ce qu'on s'exprime sur des sujets difficiles ou pas? Et Novak, il a choisi de le faire d'une manière totalement libre. Au fil du temps, au fil des conférences de presse, souvent intéressantes de la part de Novak, les entretiens également, je pense qu'il a appris à se méfier, mais aussi maintenant, il est clairement identifié par le grand public et les fans de tennis comme quelqu'un qui dit toujours ce qu'il pense, que l'on aime ou pas Novak Djokovic. Il le dit en bleu ciel, les gens sont probablement habitués maintenant à ce que je ne me cache pas, surtout quand il s'agit de justice dans le sport, et en bleu, peut-être que parfois j'approfondis plus que je ne le devrais. Donc ça, c'était la mise au point nécessaire avant d'aborder le sujet qui nous intéresse, les propos de Novak Djokovic par rapport à sa participation éventuelle à l'US Open. Il l'a dit très clairement, je ne vois pas la logique à Tennis Majors, à Sacha Osmo plus particulièrement. Novak, il s'exprime un peu plus en confiance avec ce journaliste en particulier, et il exprime, j'ai envoyé un texto à Tennis Sandgren, qui lui également n'est pas vacciné, il y a quelques jours. Je tenais à le remercier pour le soutien public qu'il m'a apporté dans cette situation. Ce qu'il a dit est tout à fait logique. Si les joueurs non vaccinés ne sont pas autorisés à participer à l'US Open, cela devrait être le cas pour tout le monde. Donc Tennis Sandgren, il pourra jouer l'US Open sans l'être, alors que Novak, étant serbe, il ne pourra pas jouer l'US Open si les choses restent en l'état. Je ne vois pas la logique médicale derrière cela, dit Novak. Que Tennis puisse jouer parce qu'il est citoyen américain, et moi non. Si j'avais un passeport américain ou une carte verte, je pourrais
pourrait jouer. Et là, le plus intéressant, Novak qui sait pas s'arrêter, se réfréner, et ça rejoint justement à ce qu'on disait à l'instant, peut-être qu'il y a une logique politique derrière cela, pas médicale, mais je préfère ne pas rentrer là-dedans, et vous pouvez comprendre pourquoi. Donc il avance des pistes et il se retire immédiatement, et en orange, il le dit en ce moment, je suis complètement focus sur Wimbledon. C'est justement la grande question, déjà, se projeter, penser à l'US Open, savoir que tu joues l'essentiel de ta saison sur les 2 semaines qui arrivent. Alors certes, il a été vraiment très bon contre Kokinakis cet après-midi, mais aussi fort soit-il mentalement, Novak c'est pas non plus un surhomme, il peut pas mener tous les combats, et il y a quand même un risque de dispersion, en tout cas de surcharge mentale, ce qui s'est passé en début de saison, et également ce qu'il a porté tout le long du printemps. Il a réussi à se remettre dedans un petit peu avant Roland Garros, il perd contre Nadal, et là vraiment toute la pression sur ses épaules à Wimbledon. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous croyez que Novak va pouvoir faire fi de ça, jouer son plein potentiel? Ça risque d'être super intéressant, peut-être l'un des 2-3 sujets intéressants de ce Wimbledon 2022. Dernière info dans ce côté réseau, la belle victoire d'Hugo Humbert aujourd'hui face à Casper Ruud, pas un foudre de guerre sur gazon, mais quand même et surtout un tableau qui s'ouvre un tel, la mer rouge cette fois-ci, j'ai la bonne version, Humbert contre Goffin au 3e tour, ensuite il y aura potentiellement du Tiafoe public, et en bas on a Norrie, Johnson, Paul, et ce sera Vesely ou Davidovich, donc il y a un Humbert qui peut peut-être commencer à rêver, même si on n'est pas sur une forme étincelante, mais quand même on le voit au niveau des stats, premier top 10 en Grand Chelem, a remporté 2 matchs dans un même tournoi pour la première fois depuis les Jeux Olympiques 2021, donc ça commence à remonter, ça fait 1 an en fait, et il atteint le 3e tour d'un Grand Chelem pour la 2e fois en 15 participations. Et on enchaîne avec le coin tactique, la belle victoire d'Hugo Humbert cet après-midi face à Casper Ruud, joueur identifié, terre battue, bien entendu, récent finaliste à Roland Garros, où il s'était fait laver les fesses par Rafael Nadal, et surtout le contraste entre un pur joueur de surface rapide, indoor, gazon en la personne d'Humbert, et puis un joueur vraiment identifié, terre battue, et quels éléments il a réussi à mettre en place sur ce match, c'est justement ce qu'on va déterminer. On commence avec la première option tactique de la part d'Hugo Humbert, ça a été très criant dès le début du match, c'était d'agresser au maximum Casper Ruud sur son revers, essayer de le faire reculer, essayer de le faire passer sous la balle. En plus, Casper Ruud, il a un revers avec énormément de volume, de lift, c'est le joueur sur les circuits qui lifte le plus à 2 mains avec son revers, et là par exemple un peu sur le reculoir, obligé de passer sous la balle en slice, c'est un joueur qui a pas une main exceptionnelle, et surtout en position défensive de ce côté, il est particulièrement vulnérable, donc c'était très bien vu de la part d'Hugo Humbert dans un premier temps. L'autre immense force d'Hugo Humbert dans ce match-up très particulier, ça a été côté avantage, il a massacré Casper Ruud, donc dans cette position un peu typique d'Hugo Humbert qui se place assez loin du centre, là où beaucoup de joueurs vont servir dans cette zone ici précisément, Hugo Humbert il aime bien se décaler pour pouvoir éventuellement envoyer un énorme slice, déporter son adversaire en plus sur le revers de Casper Ruud qui est son point faible, ou alors envoyer des saucisses ôtées, il est très fort sur cette zone, et en plus là vous voyez un Ruud qui a largement anticipé sur son extérieur, sur son revers, donc si le service arrive claqué ici, comme ce qui s'est passé dans cette séquence, eh bien c'est létal. On a eu du déchet bien sûr dans le jeu d'Hugo Humbert, ça on va en parler dans la dernière palette, mais d'abord moi ce qui m'a beaucoup plu c'est sa qualité de retour, il en avait parlé ces dernières semaines, c'était pas forcément trop ça au niveau de la relance, il avait du mal à se mettre dans le mindset agressif, et là ici on le voit, on est campé sur la baseline, et on va envoyer une soucoupe volante droit devant, avec pour idée principale, et ça c'est super important sur gazon, jouer fort à plat, rasant, faut pas que la balle rebondisse, et surtout pousser Ruud, on revient à ce thème initial, à défendre côté revers, à passer sous la balle, à manquer de puissance, de force, et à rentrer dans le court immédiatement. Je trouve qu'Humbert a fait vraiment une belle partition, il a mis en place des schémas simples, des schémas agressifs, ce qui fonctionne sur gazon, maintenir les points courts, pas se faire balader par Casper Ruud, c'était à lui de mettre Ruud dans une position défensive, ce qu'il a parfaitement bien réalisé. Hugo donc qui a connu un faux départ, mais ensuite on a passé la seconde, on a passé la 3e, on s'est mis à 140 avec le limitateur de vitesse sur la voie rapide, on est à 68 montées, 39 victorieuses, ici la petite volée amortie, délicieuse, croisée, Ruud n'y pourra rien, on est également sur 53 coups gagnants, 48 fautes directs, a contrario le volume de Casper Ruud est beaucoup plus faible, on est à 21 coups gagnants, 21 fautes directes, il n'a pas réussi à adapter son jeu, à frapper plus à plat, difficile de faire la transition de toute façon, terre battue, gazon, lui c'est vraiment un joueur de terre qui réussit à s'exprimer également sur dur, mais là franchement je pense que la transition finale de Roland Garros c'était beaucoup trop difficile, Humbert en a profité, à lui désormais de continuer à faire un joli
joli run sur ce Wimbledon 2022. On l'espère, vous y croyez ou pas? Et on se termine avec la reco du jour, les matchs ne manquaient sous aucun prétexte demain au SW19. Alors des petites curiosités, hein, rien forcément d'obligatoire à regarder, mais on a un Gaston Sonego sympathique. Je vais suivre aussi, hein, le Chapeau Nakashima, voir comment est-ce que Chapeau peut éventuellement progresser, hein, sur ce Wimb. Il y aura Nadal, hein, bien sûr, demain contre Berankis, et aussi la petite folie Kyrgios Krajinovic, immanquable. On se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des fraises.